Donc, merci encore à tous de nous avoir rejoints. Je m'appelle Laurent Paume. Je suis un ancien étudiant en Supinfo, donc de la promotion 2010. C'est un plaisir et un honneur pour moi aujourd'hui de partager un petit peu ma vie professionnelle, mon évolution de carrière et les choses que j'ai pu apprendre sur la data au fil des années. Je remercie particulièrement du coup Supinfo de m'avoir offert cette opportunité et Maria aussi, avec qui je suis resté en contact quelques années, et qui me permet aussi de partager toute cette connaissance. Sans plus attendre, je vais tout de suite enchaîner ma présentation. Donc alors, hop, je vais dessus, voilà. Donc faites-moi signe juste pour me dire si vous voyez bien mon écran. Normalement, ça doit être bon. Euh, si à quoi que ce soit, hop, juste vérifier parce que je vais afficher cette fenêtre sur un autre écran. Hop là, voilà. Si vous voyez tous bien mon écran, vous pouvez m'envoyer dans la chatbox et puis comme ça on va pouvoir commencer. J'ai pas de retour négatif. Je vais considérer que c'est bon. Maria, c'est bon pour toi? Ah non. Attendez. Hop, 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 hop. Écran 1, écran 2. C'est mieux comme ça. Non, voilà. Ça va être mieux là. Forcément, si j'appuie pas sur le bon bouton. Très bien. Donc, écoutez, alors le thème du jour, donc effectivement, c'est de vous parler un petit peu de mon vécu, hein, de l'entrepreneuriat et de ma passion pour la data et donc de vous montrer un peu le parcours qui m'a été offert durant ces dix dernières années. Pardon. Alors, dans un premier temps, hop, voilà. Donc, alors, mon parcours, je vais essayer juste de réduire un petit peu cette fenêtre, excusez-moi. Voilà, j'espère que ça ne vous gêne pas. Ouais, c'est bien. Alors, mon parcours est un parcours pédagogique un peu atypique. J'ai mis quelques petites icônes qui représentent un petit peu ce que j'ai vécu, hein. Moi, je suis issu d'une famille assez modeste, hein, mais une famille de militaires. Donc, mon grand-père, mon père sont militaires de Légion étrangère. Et ben moi, je suis le seul à être parti vers l'informatique au final. Donc, j'ai fait un bac scientifique euh, au rattrapage. Finalement, j'étais pas vraiment très très bon à l'école. Mais j'ai quand même réussi à obtenir mon bac S sur rattrapage. Et j'étais passionné de tout ce qui était informatique, high-tech. Et j'ai gardé d'ailleurs cette passion. Donc, à l'issue de mon bac, je me suis orienté donc, vers alors l'informatique naturellement, mais en réalité, j'ai passé deux concours, un en prépa HEC et un dans une école d'informatique. Il s'avère que j'étais reçu aux deux, assez étonnamment, j'étais étonné de moi-même. Et du coup, j'ai choisi de faire de l'informatique par passion. Et donc, j'ai rejoint une école qui m'a permis de passer un diplôme en tant qu'analyste programmeur, où j'ai appris tout ce qui est les bases du développement web, du développement Java, .NET. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Et à l'issue de ces 2 ans, donc voilà, j'avais vu un spectre finalement qui était pas, qui était assez restrictif, on va dire, en informatique, et je voulais découvrir vraiment autre chose. Je cherchais une école qui me permette justement de découvrir ça. Je cherchais une école qui me permette de voir un peu tout le panel en fait de ce que proposaient les métiers de l'IT. Et c'est pour ça que en 2007, j'ai rejoint Supinfo. Donc il y a un certain nombre d'années. J'ai rejoint Supinfo et au cours de mes études, en fait, à Supinfo et même avant, j'ai fait de nombreux stages. Il faut savoir que l'expérience pour moi était quand même assez importante. J'aimais beaucoup ce que j'apprenais en théorie, mais il fallait que je pratique pas mal. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses, en fait, hein, durant mes études. Donc, j'ai eu des stages, hein, un peu comme tous, en développement web, du PHP à l'époque, c'était le Saint Graal. J'ai même fait du développement donc de sites web, j'ai fait du développement mobile. À l'époque, c'était plus du développement sur ce qu'on appelait des PDA et des Pocket PC. C'est un peu l'ancêtre du smartphone. Et donc, j'ai fait tous ces développements en .NET. Ensuite, j'ai voulu découvrir un petit peu ce que c'était que la gestion de projet, le pilotage.
Et j'ai fait une alternance en tant que PMO, donc Project Management Officer, durant ouais, un an et demi quasiment. Et j'ai fini mon cursus sur de la data. Et donc j'y suis resté en fait parce que c'est vraiment bah, ce que je préfère. Vraiment ce que je préfère. Enfin en tout cas, voilà, j'accroche depuis une dizaine d'années sur la data. Donc comme quoi, vous voyez, une expérience variée, c'était important pour moi en fait de découvrir ben, différents domaines de l'IT pour au final arriver sur ben, le domaine qui m'a passionné. Et du coup, ça m'a aussi, enfin, j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale en moi. Tous mes camarades de classe, que ça a été post-bac, l'ont toujours su. Ils ont toujours su que j'allais monter quelque chose, une structure. J'aurais toujours dit, bon les gars, quand est-ce qu'on monte une boîte, il faut absolument qu'on fasse ceci, cela. Et j'étais toujours assez moteur là-dessus. Ce qui m'a très vite amené à monter durant mes études ma propre web agency. Donc, quand j'étais à Supafo, oui, j'avais une web agency. Alors, c'était une petite web agency, hein, évidemment, mais j'avais déjà commencé. Et bon, après, c'était sympa, mais bon, le développement web, j'avais fait un peu le tour. Je voulais passer à autre chose. Et du coup, j'ai choisi à l'issue de mes études, déjà en stage de fin d'études, j'étais vraiment orienté data BI. Et j'ai choisi de m'orienter donc dans une ESN qui m'a permis durant 2 ans ben, de me spécialiser sur la partie data. J'en ai fait 2 ans, je suis passé référent technique. Et puis, ben, mon envie d'entreprendre m'a rattrapé. Et je me suis dit, bon, la première passerelle, ça va être peut-être de passer à une première étape, qui va être devenir freelance. Et de là est née en fait la création de Busy. D'accord? Donc Busy, c'est la société que j'ai montée en 2013, en avril 2013, pour être précis. Et plutôt dans une optique freelance, avec peut-être une possibilité d'évolution. Donc là, on est en avril 2013. Euh, En mai 2013, donc un mois à peine après, j'ai créé donc Busy SAS pour le coup, qui là est devenue une société spécialisée en data viz. Pourquoi? Bah, simplement parce que j'ai un de mes anciens camarades de promo, Superfo 2010 aussi, qui a voulu du coup me rejoindre dans l'aventure et on a décidé de faire quelque chose de plus gros. Et donc de là est née la belle aventure qui après a duré oui, 7 ans, 8 ans à peu près. Et voilà. Et après, donc j'ai décidé au bout d'un certain temps, de changer un petit peu, de voir autre chose. Et je me suis lancé, donc j'ai été abordé par Cognizant et je les ai rejoints dans la practice Data Intelligence en tant que guide DataVis pour la France. Voilà un peu le parcours et un entrepreneuriat sous différentes formes qui finalement, bah, à chaque fois, je me sentais réinventer quelque chose, je me sentais construire quelque chose à chaque fois et encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime ce que je fais. Je pense que ce qui va vous intéresser, c'est un petit peu de comprendre en fait cet entrepreneuriat finalement. Je fais un focus sur mes deux plus belles expériences qui vont être bah, celles de la société que j'ai montée, qui est Busy. Bon, c'est un peu mon bébé finalement. Et après ma seconde aventure chez Conisant, la seconde grosse aventure. Donc Busy effectivement, donc comme je vous l'ai dit, c'était un passage en freelance pour la première année. On a créé la société avec mon associé de Supinfo la même année, un mois après. On a embauché, donc on a créé notre fonds de roulement la première année. La seconde année, on a embauché notre premier consultant. Et donc là, on est en 2014. 2015, partenariat avec Click. La même année, on passe, donc Click qui est un éditeur de solutions BI, d'accord, très orienté sur la visualisation de données. Et donc, en 2015, on crée un partenariat avec Click. On passe champion technique à la même année parmi les top partenaires. Et là, on continue du coup de recruter, de monter en compétences, en puissance. Et la consécration, donc 2018, award du meilleur revendeur en souscription clic. Voilà. Donc ça, c'était vraiment assez exceptionnel, hein. Pour vous donner une idée, on a reçu cet award. On devait être allé peut-être une dizaine dans la boîte. Et en face, vous aviez des super structures comme Capgemini, comme d'autres très grosses sociétés, enfin plus grosses que nous en tout cas, comme Talent, comme d'autres SN. Et c'était vraiment assez bah, satisfaisant, c'était aussi une belle récompense
de justement recevoir cet award. En 2019, on a pris une décision, c'était aussi de se dire que bah, la croissance, il fallait l'accélérer. On avait atteint une taille d'une vingtaine de consultants et on voulait vraiment accélérer notre croissance. Donc on a choisi de fusionner avec VO2 Group en 2019 et, euh, et donc deux entités. Donc vous avez une entité data de leur côté et nous avions notre société. On a fusionné et on a donné naissance à VO2 Data Experience. Alors c'était une très belle aventure hein, sur plusieurs années. On a eu des hauts, des bas, beaucoup de hauts aussi. Là, je vous montre un peu le côté vraiment sympa. Ouais, on a monté la boîte, on était plusieurs. Si vous regardez mes anciennes photos sur LinkedIn ou autre, vous allez voir que bon voilà, on avait fait la fiesta entre les bateaux péniches, les séminaires au ski à Madrid et autres. Voilà, c'était une véritable aventure, c'était formidable, mais c'est aussi un stress de tous les jours quand même, faut le savoir. Entreprendre, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est aussi un travail qui est prenant, hein. C'est vrai que bon, faut arriver à faire la part des choses entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup. Quand vous êtes amené aussi à vous dire, bon, bah voilà, j'ai déjà pris des calls, des appels avec des commerciaux un dimanche. Ça m'est déjà arrivé, ouais, qui m'appellent, Laurent, on a besoin de ça, ça, ça. Et donc voilà, c'est des choses dont, dont on n'imagine pas l'ampleur au début. Et c'est vraiment important de se projeter là-dessus. Après, je suis toujours à pousser tout mon entourage à entreprendre parce que c'est une aventure formidable. Et vous avez différentes façons d'entreprendre, hein, je vous l'ai un petit peu montré là, c'est-à-dire que vous pouvez faire un premier pas, passer en freelance, effectivement, c'est un peu l'option rapide, l'option qui vous permet de commencer à mettre un pied dans la création d'entreprise et de l'entrepreneuriat. Après, vous allez avancer sur. Donc moi, j'ai créé ma société, j'ai créé une structure. On avait du monde aussi. Et après, j'ai choisi de fusionner aussi, m'appuyer en fait sur une société aussi pour grimper. Et c'est après cette fusion que je me suis rendu compte que je pouvais aller sur autre chose. Je me suis rendu compte aussi que bah, ça me suffisait pas en fait. Moi, j'ai un appétit féroce professionnellement parlant. Euh, et du coup, j'avais besoin en fait d'aller sur quelque chose à plus forte valeur ajoutée, de vivre une autre aventure. Je cherchais à étendre mes connaissances, à apprendre des nouveautés, parce qu'au bout de 7 8 ans, bah, voilà, j'avais fait le tour, j'avais tourné avec mon écosystème, mes connaissances, et je voulais aller plus loin. Et donc, c'est à ce moment-là que finalement, j'arrête Busy et je sors de l'aventure. Et là, j'ai donc Conisant qui m'appelle donc l'été dernier, c'est assez récent. J'ai Conisant qui m'appelle et qui me dit là, Laurent, on a vu votre profil, on aimerait vraiment que vous nous rejoigniez. Ils m'ont proposé donc Conisant, c'est des projets internationaux avec une forte valeur ajoutée. C'est aussi un nouveau souffle qui a été inspiré du nouveau CEO Brian Humphries qui est arrivé il y a 2 ans pour faire justement pour accélérer la croissance en Europe, en la France forcément, et des nouveaux challenges. Donc construire une nouvelle équipe, travailler sur des sujets sur plus que la chaîne DataVis, hein, c'est vraiment la chaîne data et cloud. Et d'ailleurs, bon, les résultats sont un peu au rendez-vous, hein. On est passé, donc j'ai pris l'équipe en décembre en charge, et on est passé de 5 à 15 consultants en l'espace de 6 mois à peine. C'était vraiment un, une belle réalisation. Et ce que je vous propose, en fait, c'est bah, simplement déjà de commencer à vous parler, parce que je vous parle de Conisant, mais vous ne connaissez peut-être pas. Comme vous le voyez sur ma droite, ma gauche d'ailleurs, je ne sais pas c'est de quel côté vous voyez l'écran. Donc on est partenaire, en fait, on est sponsor d'Aston Martin en Formule 1 depuis cette année, je crois. Donc Conisant, il faut savoir que c'est une grosse structure. C'est une très grosse société. On est, comme vous voyez sur cet écran, on est pas loin de 300 000 dans le monde. C'est une société fondée en 94, une société américaine avec plus de 16,7 milliards de revenus en 2020. Donc une super structure. On travaille avec énormément de sociétés, enfin énormément. On travaille avec plusieurs sociétés
dans le secteur de la pharma, dans le secteur de la santé, le secteur banque, finance, assurance, et aussi avec ce qu'on appelle des retailers. Donc ça, c'est Conisant au niveau global. Maintenant, je vais vous faire un petit focus sur Conisant en France. Donc en France, on est arrivé en 2005, donc finalement assez récemment, avec 4 centres de services, donc à Paris, à Défense et à Grenoble et Lyon. On a fait quelques acquisitions. En 2010, donc une société de testing. En 2014, une société de conseil finance qui m'a permis du coup d'avoir un vrai pied-à-terre sur tout ce qui est, tous les sujets banque, finance, assurance. Et en 2020, donc l'année dernière, l'acquisition de EI Technologies, qui est une société spécialisée sur le CRM et notamment Salesforce. Spécialisée Salesforce. Voilà, on a accueilli de nouvelles équipes, on a eu des beaux wins avec de belles sociétés comme Dexia, SoftBank Robotics Europe. Et d'ailleurs, bah, je vous en parlerai tout à l'heure. On a fait des tests software sur les robots Pepper et Nao, qui sont assez connus, les robots autonomes. Ce que je peux vous dire, c'est vraiment que c'est une société sur laquelle on arrive dans une société où j'ai pas ressenti ça en fait dans les années précédentes. C'est que vous n'arrivez pas sur une société où vous avez la structure française, c'est franco-français, et vous faites enfin, votre travail en local. En fait, vous arrivez sur une structure internationale tout de suite. C'est vraiment une société qui m'a donné envie par rapport à ça. C'est que j'ai pu arriver, enfin, les échanges que j'ai même avec les RH sont en anglais parfois. Donc voilà, vous arrivez, vous avez une équipe mondiale tout de suite. Et ça, c'est vraiment intéressant de travailler sur ce type de contexte international. Conisant est reconnu dans le monde entier, hein. Euh, on est reconnu par les plus grands cabinets d'audit, hein. On fait partie des leaders, hein, au même titre que Accenture, Capgemini, Tata Consulting Services. Donc voilà, on est vraiment une, une grosse société, reconnue par aussi des cabinets, comme je disais, comme le Gartner, ISG. On est reconnu sur notamment les sujets data et intelligence artificielle. On est aussi reconnu par Microsoft en tant que partenaire, puisque actuellement donc, notre CEO, Brian Humphries, parle avec Satya Nadella. Donc on a une stratégie commune d'évolution et de croissance. Donc c'est assez fort chez nous, ça se ressent assez bien, tant dans la communication que dans les projets qu'on mène. Et du coup, c'est aussi, on a aussi une tendance, moi, ma passion, c'est la data, et il y a une tendance aussi sur les projets cloud, notamment Azure de Microsoft, mais aussi AWS, GCP. Et du coup, ben, ça m'amène un peu à vous parler de notre offre data et IA. Donc, pour nous, donc, comme je vous l'ai dit, moi, je fais partie de la practice data et intelligence, et nous, on propose en fait deux offres. Simplement une qui est data modernisation et l'autre intelligent decisioning. Pour faire simple, la data modernisation, c'est vraiment le socle, la plateforme, et intelligent decisioning, ça va être toute la partie visualisation de données, exploration de la donnée, intelligence artificielle. Pour nous, ces deux parties-là, ce sont finalement les deux faces d'une même pièce. D'accord? On est obligé d'avoir une data plateforme solide qui est essentielle à la réalisation des projets IA et on va pouvoir tirer vraiment, exploiter la puissance de ces données via l'IA. Donc l'un va toujours avec l'autre et c'est donc vraiment cette data plateforme aussi critique pour tout ce qui est pilotage de décision. Donc voilà un peu comment nous on oriente notre offre. Et du coup, pour tenir cette offre, on a une force de frappe mondiale de plus de 27 000 consultants en data, avec donc des experts en data science, des experts en BI analytics, des data engineers, etc. On travaille, donc voilà, vous avez un peu la répartition mondiale des ressources. On travaille avec, comme je vous disais tout à l'heure, on a ce focus cloud parce que finalement, euh, les, c'est un trend qui est pris en fait, c'est un virement en fait, c'est un virage qui est pris par toutes les grosses structures, les gros projets en tout cas, tendent vraiment à aller sur le cloud. Donc, que ce soit le cloud Amazon, le cloud Microsoft ou le cloud Google. Et on est bien sûr
on a tout un training qui est réalisé auprès de ces différents partenaires et on a aussi toute la capacité avec des architectes sur les solutions. En parlant de partenariat, il faut savoir que Nizan est quand même partenaire avec énormément de sociétés, dont celles qui sont le plus en vue, hein. On a des très hauts niveaux de partenariat, un vrai niveau d'engagement avec ces partenaires, que ce soit Amazon, Google, Microsoft comme tout à l'heure, mais aussi on entend souvent parler de Snowflake en ce moment, qui est un data warehouse dans le cloud, Databricks aussi. On va aussi travailler beaucoup en intégration de données avec Informatica, Talend, qu'on connaît très bien. On fait aussi du master data management, donc sa gestion des données de référence, et de la data quality, de la gouvernance. Et puis bon, bah, mon secteur, hein, BI Analytics, c'est ma passion depuis une dizaine d'années, et qu'on combine de plus en plus avec tout ce qui est machine learning pardon, et intelligence artificielle, avec DataRobot, les solutions AWS et Microsoft IBM. Voilà un peu les partenariats clés et un peu la présentation de Cognizant. N'hésitez pas à poser vos questions dans la chatbox prévue à cet effet. Bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. Quelques petites fun facts, on va dire, côté Cognizant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cognizant a une croissance plus rapide que Google. Et on a une croissance beaucoup plus rapide que Google. On a été d'ailleurs nommé par le Forbes en tant que Fast Tech 25. Donc c'est la liste des 25 sociétés qui est dans la tech qui a une croissance extrêmement forte. Ok, donc on a une croissance plus forte que Google. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, on a, on conçoit et donc on fournit les services de test pour l'intelligence artificielle, pour les robots Nao et Pepper. Donc c'est assez sympa de voir jusqu'où on va sur la stack IA. Je vous ai fait la présentation de Cognizant, je vous ai fait parler un petit peu de ce que j'ai vécu aussi au travers de ces années. Maintenant, je vais attaquer bah, le cœur de mon métier et je vais vous présenter l'évolution de la data sur ces quelques années et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que j'ai pu apprendre ces dernières années et comment ça évolue. Donc l'évolution de la data au fil du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la data, au tout début, donc c'était vraiment de l'extraction de données qu'on voulait faire. On ne voulait pas forcément faire de la visualisation, c'était vraiment le tout début. Donc simplement extraire les données pour faire un peu de mise en forme. Et c'est des projets avant les années 80, plusieurs mois extrêmement lents. Et on avait un service IT qui était en général assez conséquent. Et c'était toujours, vous avez toujours une personne pour dire ah, je comprends pas, c'est lent, bon, c'est l'IT, de toute façon, ils sont trop lents, etc. Voilà. On connaît un petit peu ces discours-là, hein. Euh, Après, est, est apparu donc sont apparues de nouvelles solutions au fil du temps pour vraiment faire tout ce qui était extraction de données, mais statique. Donc là, c'était plus de la diffusion de rapports qui vont être assez statiques, en format PDF en règle générale. Vous avez donc la naissance à ce moment-là de ce qu'on appelle les entrepôts de données, vous voyez ici en IDW, et avec des solutions de cubes multidimensionnels qui vous permettent du coup d'avoir un aperçu de la donnée selon différents axes. Avec des sociétés comme Cognos, Hyperion, Business Object qui se sont lancées dans ces années-là. Et bah, à ma sortie d'études, hein, donc en 2010, hein, puisque c'est la date de ma promo, sont nées en fait, enfin, ont été beaucoup plus utilisées d'autres solutions de visual discovery comme Qlik, Power BI, Tableau, qui ont fait vraiment sensation en utilisant donc en étant plus sur de la donnée qu'on va simplement afficher sur des rapports, mais là, on est vraiment sur de la donnée qu'on va consommer. Donc, on va commencer à faire ce qu'on appelle du self-service BI, d'accord? Donc, c'est pouvoir disposer d'un socle de données et derrière, de pouvoir se dire, OK, maintenant j'ai mon socle de données, ben, je vais pouvoir être autonome avec ce socle de données-là. Et donc, là, on a des entrepôts de données beaucoup plus gros, on a toujours des cubes, mais on commence à avoir ce qu'on appelle des data marts, hein, qui sont les sous-ensembles de data warehouse. Et donc, on commence à avoir une démocratisation de la donnée, une utilisation de plus en plus intense de la donnée au fil des années.
Et un nouveau concept qui commence à naître maintenant, aujourd'hui, enfin qui est même de plus en plus démocratisé, c'est la donnée en temps réel. D'accord? Donc aujourd'hui, données en temps réel, on n'est plus sur des concepts de data mart, entrepôt de données chez nos clients. Et de plus en plus, comme je vous le disais, on passe sur ce qu'on appelle le cloud. Donc on va être sur Amazon, avoir du Snowflake, Azure avec Microsoft SQL Server. Et on va s'orienter sur des solutions de plus en plus cloud. Donc, vous avez souvent entendu parler, je pense à la télé, de Watson, IBM Watson Analytics. Vous avez aussi le très connu Salesforce Health Analytics. Et vous avez aussi d'autres solutions un peu moins connues comme ShotSpot, qui vous permettent aussi d'accéder à ces données, mais d'une manière assez différente et d'avoir tout ce qui est conversationnel, analytics, prédictif aussi. Et donc ça, voilà, c'est vraiment comme ça qu'a évolué finalement les usages ont évolué les usages de la data. Je vais vous faire un petit focus sur ce que j'appelle la moderne BI, parce que c'est vraiment un terme réel hein, de la data. Donc, qu'est-ce que la moderne BI déjà, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est toutes les solutions qui vont favoriser la simplification du, euh, du workflow data. D'accord? Donc, c'est toutes les solutions qui vont simplifier la vie pour bah, traiter la donnée, pour la visualiser, pour la stocker, etc. Donc, vraiment sur tout l'ensemble, la chaîne bout en bout, la data. Ok. Euh, le Gartner donc, réalise tous les ans ce qu'on appelle un cube magique, le Magic Quadrant, qui positionne un petit peu les éditeurs. Bon, après, il y a aussi il faut le prendre aussi avec des pincettes parce qu'il y a quand même des données financières de ces sociétés qui sont prises en compte. Donc voilà, il faut le prendre un peu avec des pincettes, mais ça vous donne en général quand même un bon aperçu de l'état de l'art en fait de tout ce qui va être Modern BI. Et donc vous voyez aujourd'hui donc les leaders du marché hein, sont Microsoft, Tableau et Qlik. Tableau qui a été racheté l'année dernière par Salesforce. Et donc, vous avez voilà, les leaders depuis maintenant énormément d'années. Vous avez ShotSpot qui était leader l'année dernière, qui est passé visionnaire, qui est aussi une excellente solution. Euh, mais voilà, globalement, ça c'est vraiment l'état des lieux aujourd'hui. Vous avez aussi des solutions qu'on qualifie encore de challenger comme Looker, même si on entend beaucoup parler, hein, qui a été racheté par Google, ou MicroStrategy qui reste quand même fait partie de ces différents challengers. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un peu de ces trois leaders et vous donner, juste pour que vous puissiez un peu vous situer, leurs forces, leurs faiblesses. Après, ça n'engage que moi, pour le coup, c'est vraiment ce que moi j'en ai vu, ce que j'en ai ressenti sur ces dernières années et pour avoir vraiment une expertise sur le sujet. Vous avez en premier Click, que je connais depuis dizaine d'années maintenant, avec qui j'ai fait vraiment mes premiers dashboards, on va dire. Donc Click, en fait, c'est une solution complète aujourd'hui, bout en bout. C'est-à-dire qu'en 2010, il y a plutôt une solution très focus visualisation de données. D'accord? Donc, ils n'étaient pas vraiment sur tout ce qui était intégration avancée de la donnée, en temps réel, etc. Ils ont fait beaucoup de rachats de sociétés, ils ont beaucoup évolué. Maintenant, ils ont une stack vraiment bout en bout qui vous permet d'être de l'ingestion de la donnée jusqu'à l'analyse avancée de celle-ci avec des fonctionnalités avancées de chatbot, pardon, d'analytics conversationnelle, d'intelligence artificielle intégrée. Et donc maintenant, il y a vraiment un très gros scope très intéressant chez eux. Et il y a toujours l'intérêt aussi de Click, ce qui est toujours très connu, c'est pour ses capacités ETL intégrées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait transformer la donnée sans forcément racheter d'autres solutions, ce qui est assez intéressant. Quand vous commencez la data et que vous commencez à structurer, c'est bien aussi de pouvoir se dire, bon, on va commencer à prototyper, mettre des choses en place chez différents clients. Et là, vous allez toucher sur différentes entités. Et là, vous allez pouvoir faire assez facilement avec. Ce que j'ai constaté avec League, par contre, c'est moi dans le quotidien, pour en faire énormément de projets avec eux, c'est plus la capacité très limitée à pouvoir faire des requêtes en direct, d'accord, sur les données. C'est-à-dire que ces solutions que je vais vous présenter, en fait, ont cette capacité à récupérer les données, les pousser dans mémoire vive pour que vous puissiez faire des analyses ultra rapides. Sauf que dans certains cas, on a quand même besoin d'avoir un résultat en direct de la donnée. Et à ce moment-là, mon clic n'est pas vraiment le mieux indiqué, en tout cas, difficilement pour faire ça.
Et le développement aussi collaboratif est assez complexe avec Click. Je vais passer à un des autres leaders du secteur, qui est Tableau Software. Donc Tableau Software, très connu hein, maintenant depuis le rachat Salesforce. Donc c'est une des solutions avec un taux d'adoption utilisateur un des plus élevés. Ils ont un user group qui est vraiment enfin, qui est énorme. Et ça a des capacités en fait de visualisation de la donnée et aussi de ce qu'on appelle de data storytelling, hein. Finalement, c'est d'avoir un peu cette vision. J'ai un peu, j'aime pas trop le dire comme ça, mais d'avoir cette vision un peu en mode PowerPoint de votre data, ou vraiment de raconter une histoire façon journal. Donc, et ça, en fait, Tableau a de belles capacités pour démontrer ça et pour le mettre à disposition des utilisateurs. C'est pour ça qu'il est vraiment très plébiscité. Et surtout, il est possible de se connecter en direct aux données. Et ça, c'est vraiment top. Du coup, vous avez une réponse en temps réel sur vos data. L'inconvénient sur Tableau, c'est que pour le coup, vous êtes obligé d'avoir une autre solution qui vous permet de faire la transformation de cette donnée. Les capacités de transformation de la donnée de Tableau sont quand même assez limitées. Ils ont une solution de data prep qui commence à faire des choses intéressantes, mais ça reste assez limité. Donc voilà, je vais vous parler du dernier, qui est Microsoft, sur la partie Power BI. Donc Microsoft sur la partie Power BI, ce qui est intéressant, c'est que déjà Power BI, c'est souvent la solution la plus abordable, qui est même gratuite parfois, parce que dans les sociétés, souvent, c'est implémenté c'est déjà fourni avec la licence Office. Et donc c'est plus ou moins gratuit. En tout cas, de toute façon, c'est compétitif de base, hein. Vous avez les prix sur le site de Microsoft. Et vous avez pas mal de choses intéressantes, puisque vous avez de la connexion en direct, vous avez la transformation de la donnée qui est avancée, qui est aussi intuitif. Vous pouvez facilement vous connecter à un site web et directement charger je sais pas moi, un site d'annonce. Vous allez pouvoir facilement transformer les données pour qu'après vous puissiez en faire du dashboarding derrière. C'est assez intéressant. Je l'ai déjà fait et c'est très intuitif. Ensuite, vous allez avoir euh, on va dire une contrebalance avec Power BI. C'est que donc c'est l'écosystème très Microsoft, donc forcément c'est que des fonctionnalités uniquement sur le cloud Azure de Microsoft, donc c'est très très dépendant de Microsoft. Et donc si vous allez sur ce genre de projet, faut forcément prendre le package complet. Donc voilà un petit peu une vue d'ensemble de la data aujourd'hui. J'ai été un peu rapide. Du coup, ça vous laissait beaucoup de temps pour les questions. Et j'espère vraiment que ça vous a plu en tout cas. Alors, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon partage d'écran. Si on va passer à la session de questions. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, c'est bon, impeccable. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, la chatbox est ouverte. N'hésitez pas, que ce soit sur l'entrepreneuriat, que ce soit sur des questions sur vos études aussi, sur la data, globalement, ou des questions sur ce que vous voulez et dont vous aimeriez avoir quelques réponses. Bonjour Iliman, Fofana, pardon, peut-être. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Ça fait plaisir de pouvoir partager quelque chose, surtout en ces temps un peu difficiles hein, avec le Covid. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'occasion. Alors malheureusement, voilà, c'est pas en physique. Ça fait un public un peu calme. Pour moi, je vous entends pas trop. Alors, question, donc, comment avez-vous fait pour concilier votre vie de famille avec votre statut d'entrepreneur? Alors effectivement, c'est assez difficile. Ce que je disais souvent en fait à mes collègues qui me posaient la question à l'époque, c'était vraiment de vos moments en famille, c'est vraiment des moments de qualité. C'est-à-dire que autant, en fait, je vais vous dire, j'étais pas souvent finalement chez moi à profiter avec ma famille, mais quand j'étais en vacances, je coupais tout au maximum. Alors oui, il m'est déjà arrivé d'être au Japon et répondre à des mails. Certes, ça arrive, mais oui, j'essaie vraiment de concilier, vraiment, enfin, garder un maximum
de disponibilité pour ma famille durant mes vacances. Au moins mes vacances, et c'était des vraies vacances, c'est-à-dire que on partait loin et on partait tous ensemble pour vraiment profiter. Donc ça, c'était un peu ma façon à moi de concilier vie de famille et vie d'entrepreneur. Après, bah oui, c'est vous avez toujours ça en tête, quoi. C'est vous avez beau partir en vacances, vous allez toujours vous dire ouais, mais est-ce que telle facture elle est arrivée? Est-ce que telle personne a pris ceci ou cela en compte? Effectivement, c'est un vrai challenge. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est vraiment d'essayer de faire la part des choses, de savoir déléguer aussi, d'accord? Arriver à une certaine taille, vous allez devoir du coup bah, choisir un petit peu ce que vous voulez faire dans l'entreprise, hein. C'est vrai que moi j'avais un associé, donc c'était un peu dispersé, un peu, pardon, dispatcher les tâches. C'est important aussi que bah, voilà, chacun ait ses responsabilités et c'est important après de déléguer. Donc nous, progressivement, on avait recruté une personne pour gérer la partie RH, parce que vous avez toute une partie contractuelle, vous avez toute une partie recrutement aussi, il faut être assez impliqué, sourcé, c'est pas facile. Moi, je m'étais vraiment mis sur la partie plus vente, sales, commercial. Et donc voilà, et c'est un boulot en temps plein. Et en plus de ça, vous avez la gestion de l'entreprise en soi, vous avez la gestion des personnes avec qui vous travaillez. Et donc ça, c'est voilà, faut vraiment bien s'organiser, s'organiser dès le départ, s'outiller. On n'y pense pas, on n'y pense pas. J'ai très peu d'amis, enfin, j'ai beaucoup d'amis qui n'y pensent pas en fait. S'outiller quand vous commencez une société, c'est important. Prendre un outil au moins de CRM pour commencer à voir tout ce qui est facturation ou autre dessus. Voilà, c'est important de ne pas se dire je commence, ouais, bon, je vais faire 3 factures en Word, ça va passer. Au fil des années, vos factures Word, il va falloir les retrouver et là, vous allez avoir des problèmes. Et ça, l'État français vous le rappellera avec un grand sourire. Quel conseil pourriez-vous donner à un développeur qui veut s'orienter vers les métiers de la data et de l'intelligence? Alors, et après, oula, j'ai beaucoup de questions d'un coup. Très bien. Eh bien, écoutez, alors, première question. Donc, quel conseil je pourrais donner à un développeur qui veut s'orienter vers les métiers de la data et de l'intelligence? C'est bah, déjà dans vos expériences là actuellement, je ne sais pas en quelle année vous êtes, mais par exemple, un stage de fin d'études sur la data, ça peut être intéressant. La data et l'IA. Ça va vous faire découvrir au moins ce monde-là. D'accord? C'est. Faut pas. Enfin, je me rappelle quand j'étais étudiant, on était quand même très orienté sur tiens, allons vers. J'ai mes copains qui me parlent de SAP, je vais essayer ça. J'ai des copains qui me parlent de Business Objects, je vais essayer ça. Et le mieux, c'est quand même de l'expérimenter. Je ne peux pas vous dire autrement que d'aller expérimenter ça. Genre, vous connecter à des personnes aussi hein, qui travaillent dessus. Hein. Aujourd'hui, vous avez la chance que je n'avais pas il y a une dizaine d'années d'avoir un LinkedIn très actif. Et donc là, vous pouvez plus facilement atteindre des gens. N'hésitez pas à demander conseil aussi à des professionnels du domaine pour vous orienter. Est-ce que les compétences en développement web servent dans le domaine de la data? Oui, elles servent énormément dans la data parce qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle, nous, l'hyper-personnalisation de la donnée. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit plus juste de faire des visualisations basiques. Et en général, quand vous allez chez un client, il va vous demander de l'intégrer à son portail, il va vous demander de faire des très beaux graphiques, de changer la petite couleur du camembert. Et souvent, là, vos compétences en développement web sont très, très, très appréciées. Et je vous assure que là, oui, si je pouvais avoir des développeurs web slash data, je serais le roi du monde. Ça serait vraiment top. Donc, ouais. Et puis moi, j'ai d'anciennes connaissances web, mais qui datent de 10 ans, un peu périmées, mais ça sert toujours et je vous assure que c'est vraiment utile. Alors, je vais répondre aux autres questions. Donc, bonjour, j'aimerais savoir si vous êtes à la recherche de stagiaires. Oui, j'ai oublié d'en parler en plus. Donc, moi, alors, je recherchais des stagiaires en DataVis. Malheureusement, bien heureusement pour moi, j'ai fini par les trouver. Et on recherche encore un stagiaire en data science. Donc, si vous êtes intéressé, je vais vous copier-coller mes coordonnées là dans la chat box. N'hésitez pas. Hop là. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos CV en précisant vos dates de stage et ce que vous aimeriez découvrir, en mettant aussi en avant vos compétences clés. Ok. Mais effectivement, oui, on recherche régulièrement des stagiaires. Et l'année prochaine,
on s'y prendra encore plus en avance pour vous proposer des super stages. Alors, bonjour, vous avez vu l'écosystème Hadoop cette année, Power BI n'étant plus au programme, est-ce que vous recommanderez d'investiguer sur cet écosystème? Y a-t-il des spécificités pour utiliser cet écosystème plutôt qu'Hadoop? Alors, on parle de deux choses différentes. Hadoop, c'est plus le stockage de traitement de tout ce qui va être big data la- sur les instances, on va dire, chez les clients, pas forcément sur le cloud. Alors, il existe des instances Hadoop sur le cloud, mais c'est de moins en moins la tendance. C'était la tendance il y a 5 ans. Maintenant, ça n'a rien à voir avec Power BI. Du coup, en Power BI, il faut bien comprendre que c'est la partie visualisation de la donnée côté Microsoft. Vous avez d'autres solutions chez Microsoft qui sont très intéressantes. Moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à vous investir dans le cloud. En sortie d'école, ça va vous faire vraiment la différence pour vous. Aujourd'hui, on a une pénurie en France. Nous, en tout cas, on a beaucoup de mal à trouver des personnes compétentes sur la partie cloud. Vous sortez de vos études avec une certification Azure. Je vous assure que ça fera une sacrée différence quand vous allez en sortir. Euh, Ça vous mettra déjà un pied dedans et en plus, vous allez vous différencier de d'autres personnes. Donc là, ce que je disais, donc sur la partie Azure, donc ce que vous pouvez éventuellement voir, c'est tout ce qui va être Azure Data Factory, tout ce qui va être Azure Synapse aussi, qui correspond à tout cet écosystème dont on ne vous parle pas forcément, mais qui est très apprécié, que ce soit chez les clients ou chez les sociétés comme nous. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Euh, Quel est votre objectif aujourd'hui? Hier, vous étiez chef d'entreprise, aujourd'hui, vous travaillez dans une grande structure, un grand groupe mondial. Demain, bonne question. J'aime bien les questions pièges comme ça. Donc, effectivement, alors oui, j'ai été chef d'entreprise. Moi, mon objectif, c'est vraiment de m'éclater, en fait. C'est vraiment d'apprécier. Moi, je veux me réveiller tous les matins en me disant, je vais aller bosser, mais ça va être génial. Voilà. Bon, il y a des jours, je vois bien, j'ai pas envie, mais on va dire que 95% du temps, euh, je me lève et je me dis, bon, ben, je vais faire un métier que j'aime. Voilà. C'est vraiment ce qui me motive, moi, tous les matins. La capacité aussi de pouvoir contribuer, c'est super important pour moi. Contribuer au développement. Aujourd'hui, je contribue au développement de Conisant en France. Je contribue au développement de la data et de nos structures. Donc pour moi, c'est vrai que c'est vraiment très très important. Alors, ensuite, j'ai une autre question. J'espère que ça répond déjà. Monsieur, dans quel type d'entreprise, banque, commerce, il est intéressant de travailler dans la data? Honnêtement, dans la data, vous pouvez travailler dans tout. Je vous le dis clairement. Moi, mes clients, je vais vous donner une liste de clients que j'ai eu en étant entrepreneur. Mon premier client, c'était vente privée. On a eu rue du Commerce, BNP, Crédit Agricole, Air France, Transavia. Qu'est-ce qu'on a eu encore comme client? Je réfléchis, Before Bank. On a même eu Soufflé, je crois qu'il est dans le secteur agricole. On a eu Plasticomium, vous savez, ceux qui fabriquent, bon, c'est des fabricants de plastique, hein, mais tout ce que vous voyez comme benne à ordures, en général, les grosses bennes vertes, là, c'est eux. Et donc, énormément de sociétés. Enfin, je veux vous dire, faites de la data, franchement, bah, ce qui est top. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, hein, notamment dans la data vise, vous êtes multifonction en fait, hein. Vous pouvez aller dans n'importe quel type de boîte. Et ce qui est bien, c'est que vous avez votre socle technique et vous allez dans des boîtes qui vont dire, bah tiens, nous on travaille sur ce truc-là, sur telle problématique. Et du coup, en fait, à chaque fois que vous allez changer de job, de mission, selon ce que vous faites, bah, à chaque fois vous découvrez quelque chose de nouveau. Ça, c'est top. Et du coup, bah, moi j'ai envie de vous dire, focussez pas juste sur un seul truc. Autre question. La data engineering est-elle très liée à l'IA? Alors, la data engineering, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est transformation de la donnée. D'accord? C'est vraiment ça le socle, c'est tous les flux de données que vous allez créer pour justement transformer une donnée source vers une donnée cible. D'accord? C'est vraiment ça. Est-ce que c'est très lié à l'IA? La question est peut-être un peu. Enfin, je ne sais pas comment répondre vraiment à cette question, en fin de compte, parce que ça. En fait, aujourd'hui, vous avez des solutions qui apportent de l'intelligence artificielle à ces solutions déjà existantes. Donc, c'est pas comme à l'époque. C'est-à-dire que à l'époque, en gros, il y a 10 ans, hein,
vous montiez vos flux, etc. Et puis c'était terminé. Aujourd'hui, vous avez des solutions qui automatisent tout ça aussi. Donc, oui, il y a de l'IA maintenant dans le data engineering, on pourrait dire ça, même si je pense que je vais me faire fusiller par mes collègues en data engineering, mais c'est pas grave, je prends le défi. Mais donc c'est quand même lié de près ou de loin. Alors, autre question, par rapport à votre parcours, si nous aussi on veut se lancer dans la création d'entreprise, des conseils pour débuter. Il paraît que s'associer avec ses amis n'est pas conseillé car nos choix sont influencés par nos sentiments. Ah, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Vous savez, c'est pas facile. En fait, créer une entreprise, après, c'est une question de responsabilité, de structure. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par la chambre des commerces. Faites-vous accompagner par, si nécessaire, des avocats. Faites-vous, enfin, il y a plein, 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 plein de structures pour vous accompagner aujourd'hui. Déjà, la chambre de commerce et d'industrie, c'est numéro un. Vous allez les voir. Ils ont même des formations gratuites. Ils vont vous aider. Et donc, allez-y. C'est vraiment vital. Il y a un autre organisme qui vient en tête. Je vous le redonnerai après qui peut aussi vous aider, même à tout ce qui est financement et autres. Et le conseil que je peux vous donner, évitez de créer une société sur vos propres fonds. Essayez plutôt d'investir avec des fonds qui ne sont pas les vôtres. On ne sait jamais de quoi est fait demain, et donc c'est un conseil que je peux vous donner. Après, s'associer avec ses amis, je l'ai fait. S'associer avec un ami, c'est comme un mariage. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, voilà, ça dépend de vous, ça dépend de vos amis, mais voilà, après, faut quand même se dire qu'il y a certaines boîtes pour qui ça peut marcher, il y a certaines personnes pour qui ça peut marcher, et il y en a d'autres pour qui ça marche pas. Donc voilà, c'est en fonction de votre situation. Je peux pas vous dire oui ou non, c'est pas possible. Alors, quel est, vous avez beaucoup de questions, je suis content, au moins il y a énormément de questions. Quel est le parcours idéal pour devenir data architecte? Bah, déjà d'avoir de l'expérience, c'est pas mal. Il va falloir aussi que vous appreniez les concepts de modélisation de la donnée, ça c'est important. Comprendre comment fonctionne un data warehouse. Maintenant, on a des nouveaux concepts, hein. Comme je disais, donc il y a beaucoup d'automatisation qui sont apparues ces dernières années. On parle de data warehouse automation, on parle de modélisation data vault, donc ça c'est important aussi à connaître. Et il y a même là-dessus, il y a de l'automation qui est arrivé. Donc voilà, en tout cas, sur, je veux dire, ça va venir avec le temps, je pense. Devenir data architecte, c'est pas en sortie d'école, hein. Sinon, bah, enfin moi là, je ferai attention quand même, hein, parce que bon, faut quand même avoir modélisé un petit peu, voire avoir vu ça en fait en expérience professionnelle avant de se lancer. Bonjour, généralement en entreprise, on n'utilise qu'un seul outil de visualisation ou plusieurs. Ça dépend des boîtes, ça dépend de leur taille. Vous avez des sociétés qui ont, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez par exemple, je vais vous donner un exemple. Je connais aussi une autre société qui est un éditeur avec qui je travaille, hein, s'appelle Toucan Toco, qui est un éditeur français de DataVis, hein, faut le souligner. C'est assez appréciable. Et eux, par exemple, ils vont se situer sur non pas l'exploration avancée de votre donnée, mais à un niveau au-dessus, on va dire, qui est plus un peu vitrine pour les utilisateurs qui seront au niveau des comités exécutifs des entreprises, pour les utilisateurs ou sinon qui n'ont pas vraiment encore bah, assez de, comment dire, assez de, pas de compétences, mais qui ne savent pas encore apprécier qu'est-ce qu'un KPI, comment le créer, etc. Donc c'est un peu néophyte de la data. Et donc vous avez des fois, vous pouvez avoir plusieurs solutions de data c'est pas du tout choquant. Tout dépend en fait de l'utilité. Aujourd'hui, je vous ai donné un comparatif de solutions. Vous avez vu un petit peu tout ce que je vous ai montré avec le Gartner Magic Quadrant, etc. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui peut être totalement faux selon le contexte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une solution de data vise peut être adaptée à un besoin et pas à un autre. Quand vous avez un client qui est full Azure, peut-être intéressant de voir Power BI, mais s'il a d'autres besoins qui ne sont pas couverts par Power BI, il va peut-être partir sur une autre solution. Donc, c'est pas choquant d'avoir finalement plusieurs solutions de data vise dans une même boîte, même si forcément avoir un DSI qui va vouloir tout homogénéiser au bout d'un moment. Autre question, est-il nécessaire? J'en ai encore plein. On va faire la soirée, c'est bon. Est-il nécessaire de compléter notre cursus à Supinfo par une autre formation en 1 ou 2 ans pour pouvoir travailler dans la data ou pouvons-nous compléter par des modules de formation en ligne?
Moi, je l'ai pas fait. J'ai terminé avec un stage de fin d'études après mon M2, enfin, durant mon M2 à Supinfo. J'ai eu la chance de faire un stage dans la data qui était plutôt sympa, hein. J'ai monté, alors j'ai fait un moteur expert. Je me rappelle, j'avais étudié le LIPS avec Madame Bélis à l'époque, en 2010. Donc j'ai encore des restes, très faibles, hein, des restes, mais j'en ai. Donc j'avais fait un moteur expert pour une société en finance durant mon stage, puis une solution de master data management, donc from scratch. C'était assez sympa. Euh, et je me suis lancé tout de suite sur la data vis. Donc voilà, rien à voir, mais finalement, c'est possible de se lancer dessus. Après, voilà, il faut quand même expérimenter un petit peu. Faire une formation spécialisée, c'est intéressant parce que vous allez peut-être faire un petit focus sur justement, bah là, je vous ai parlé de data engineering, data science, vous avez data visualisation de la donnée, vous avez énormément de métiers dans la data, donc c'est bien de se faire encore une année pour se faire une idée de ce que c'est, de pouvoir prendre la main sur des solutions, c'est intéressant. C'est pas obligatoire, c'est intéressant. J'ai pas un avis tranché sur la question. Voilà. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis pas que c'est une bonne idée, c'est en fonction de vos envies. Alors, hop, hop, hop. En quoi consiste votre travail aujourd'hui, globalement, chez Conisant? Désolé, je connais pas très bien le milieu. Alors, mon travail aujourd'hui chez Conisant. Donc, moi, je suis responsable de, alors, ce qu'on appelle chez nous une guilde de DataVis, hein. Je suis responsable donc d'une équipe au sein de la practice Data et Intelligence de Conisant. En gros, bah, ça va être aujourd'hui du management d'équipe. Ça va être aussi bah, d'aider les fonctions commerciales de la société à bah, justement répondre à des appels d'offres. Donc par exemple, là, j'en ai une palanquée, j'ai beaucoup de choses à faire ce soir. Et c'est aussi ben, après bah, d'aider aussi sur la partie prestations, de gérer aussi les partenariats avec les éditeurs, hein. Aujourd'hui, moi, je suis en relation avec Microsoft, avec Salesforce Tableau, je suis en relation avec Microsoft pour la partie Power BI et Click, et même sur la partie Azure. Voilà, je suis en relation avec Snowflake, avec Tocantoco, et voilà, c'est des relations à maintenir, à travailler, etc. Donc, voilà. Et moi, j'aime bien parce que c'est assez varié finalement. J'ai pas un boulot simple, je fais beaucoup de choses, et ça, c'est ce que j'aime. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients lorsqu'on travaille dans la data? Moi, je vois que des avantages. Non, mais enfin, je sais pas répondre à cette question. Je sais pas vraiment. C'est une autre Maria qui pose cette question, hein, mais je sais pas vraiment répondre à cette question. Bah, les avantages, c'est que de toute façon, la data, vous en avez besoin en temps de quand tout le monde se porte bien pour faire la différence, et en temps de crise pour savoir comment ne pas plonger. Donc la data, vous en avez tout le temps besoin. Enfin, je veux dire, quels seraient les inconvénients? Je sais pas. Bah, moi, dans la data, par exemple, il y a certains aspects que moi j'aime, sur lesquels moi j'aime pas travailler. Je suis pas forcément un data engineer. Ça, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Je sais ce que c'est, je sais comment ça marche, je sais en faire, mais c'est pas ce que j'aime. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais après, est-ce que c'est bien, pas bien? Voilà. Enfin, quels sont les avantages et inconvénients? Je vois pas trop les inconvénients en fait. J'arrive pas à vous dire ça. J'ai déjà eu à travailler avec Talend. Est-ce que c'est un outil très utilisé dans votre domaine? Oui, c'est utilisé, très utilisé, hein, c'est répandu un peu partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que Talend, vous avez en plus une offre gratuite qui est TOS, Talend Open Source, et vous avez aussi une offre cloud, que je connais moins bien. Comme je vous disais, data engineering, c'est pas mon domaine. Mais effectivement, ça, c'est quelque chose qui est vraiment qui est connu. En tout cas, c'est sur tout ce qui est data engineering, c'est assez connu. Mais je vous conseille quand même de travailler sur la partie cloud. Ça va être de plus en plus demandé. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment dans le domaine de la data? Quelle est votre inspiration? Je pense que ça va être la dernière question d'ailleurs, comme ça on aura fini pile dans les temps. Qu'est-ce qui me passionne vraiment dans le domaine de la data? Bah, en fait, alors depuis assez jeune, en fait, hein, j'ai toujours voulu créer quelque chose et que ce soit utile, en fait. Alors, je suis pas non plus un écologiste ou autre, mais voilà. Enfin, même, enfin, je crée n'importe quoi qui soit réutilisé par quelqu'un. Et c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que quand je mets en place des dashboards pour un client, pour une personne, je vois ce qu'elle en fait et ça l'aide dans son travail, ça l'aide à aller plus vite, ça lui apporte quelque chose. Et en fait, c'est plus ça qui me passionne
Ça peut être dans n'importe quoi en fait, hein. Je peux même faire un site web, ça va aider quelqu'un à vendre des produits ou ça va aider à gérer son stock. Enfin voilà, c'est plus ça en fait, c'est la satisfaction de mon client final, de l'utilisateur, de la personne avec qui je travaille en face, qui me passionne presque plus que la data. Après, bon, voilà, la data dans son ensemble aussi, ce que j'aime bien, c'est que bah, on est multi-domaine, quoi. On ne s'arrête pas. C'est un truc très évolutif. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que du jour au lendemain, bon, bah, la data c'est mort, hein, c'est fini. Sinon, bon, je vois pas trop comment on va gérer. Donc, non, ça, c'est ce qui me passionne vraiment là-dedans. Euh, Toute dernière question, allez, faut-il être forcément bilingue dans ce domaine de métier? Ou c'est vraiment handicapant si on ne l'est pas. Je conseille quand même d'être bilingue. C'est important, hein. Je me rappelle des English debates, j'en ai fait pas mal. Donc, oui, c'est très important. Conisant, typiquement, c'est faut être bilingue quasiment à 100%. On a très peu de personnes qui ne parlent pas anglais. Et c'est vraiment important. Puis même, enfin, enfin, je pense que pratiquer le plus possible, faites des voyages, ça va vous aider. Et puis même pour vous, hein, plus tard, ça vous aidera quand même dans votre vie de tous les jours. Donc voilà, l'anglais, ça reste important. Je sais qu'on n'est pas les meilleurs, mais c'est important. Bon, écoutez, merci beaucoup, hein. On a tenu les délais, tout ça. Je vous remercie tous d'avoir participé. Vos questions étaient très pertinentes, c'était très intéressant. J'ai pas vos réactions en live, mais j'espère quand même bientôt pouvoir revenir dans les locaux, vous faire une super presse en mode plus dynamique, debout et puis assis. Et je vous remercie vraiment à tous de votre participation. Et je vous souhaite une excellente soirée et une bonne continuation. Je vous laisse mes coordonnées si jamais vous avez besoin de conseils, d'un stage ou autre. Je vous répondrai avec grand plaisir. Bonne soirée à tous.